Comment j'ai réussi mon premier marathon grâce à une blessure. J'ai couru mon premier marathon en 2h41, je m'étais fixé un objectif autour de 2h40, donc à l'arrivée je suis très content du chrono. Je me suis blessé 1 mois et demi avant la course, ça a complètement perturbé ma fin de prépa, mais dans cette vidéo je vais vous expliquer pourquoi cette blessure était peut-être un mal pour un bien finalement. Alors, un peu de contexte, l'histoire débute au printemps 2021, à l'époque il n'y a pas de compétition, on est encore dans le Covid, mais on commence à en voir le bout et je me dis qu'il est enfin temps de me fixer un nouvel objectif. J'ai toujours rêvé de courir un marathon, j'ai commencé la course à pied quand j'avais 9 ans et j'ai tout de suite été attiré par les longues distances, j'étais comme fasciné par le marathon et là je sens que c'est le moment, de faire mon premier marathon, donc ça y est, je me décide, je m'inscris au marathon de Paris, je vais courir mon premier marathon en octobre 2021. Alors à l'époque, je n'ai pas d'entraîneur et pour cette grande aventure, je décide d'être autonome et de construire moi-même ma préparation et vous allez voir que ça aurait pu me coûter très cher. Ne faites pas comme moi, si vous préparez votre premier marathon, faites-vous accompagner par un coach et ça tombe bien, je suis entraîneur de course à pied, je peux vous aider dans votre préparation, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour plus d'informations. Je démarre officiellement ma prépa fin juillet, donc ce qui me laissait 12 semaines de préparation. 12 semaines de prépa pour un marathon, c'est assez peu, mais il faut savoir qu'à l'époque, je sortais tout juste d'un RP au 5000 mètres en 16 minutes et 12 secondes, donc la forme était plutôt bonne à ce moment-là, j'avais déjà un peu de caisse, je ne partais pas de zéro. 12 semaines de prépa, c'est clairement pas un hasard. En fait, j'avais structuré ma préparation en 3 blocs de travail, donc ça c'était le plan que j'avais prévu en juillet, et vous allez voir que je l'ai pas du tout respecté. Donc la prépa commence, je suis ultra motivé, je suis dans un super mood et je me donne l'objectif de faire 100 km par semaine pour le premier bloc de travail, puis d'augmenter le volume à environ 120 km pour le deuxième bloc et enfin d'aller tâter les 130-140 km par semaine pour le troisième bloc de travail. Donc, le premier bloc de travail se passe et je vais pas trop m'attarder là-dessus en fait parce que ça s'est juste bien passé. J'avais des super sensations, j'ai rentré des grosses séances, j'ai fait des semaines à plus de 100 km, tout allait bien à ce moment-là. La semaine d'assimilation arrive, donc je baisse volontairement le volume de travail pour faire redescendre le niveau de fatigue, et vient ensuite le fameux deuxième bloc de 3 semaines. Pour le deuxième bloc, je suis encore plus motivé qu'avant, tellement motivé que je suis même en excès de confiance et je vais commettre une grosse erreur. Le mardi 24 août, je me bouffe une grosse journée avec 21 km le matin, dont 2 fois 6 km progressifs, et je retourne courir un petit footing de 9 km le soir pour un mardi à 30 km au total. Et j'avais prévu une séance de côte le jeudi, sauf que, toi-même tu sais, à cause du travail, des contraintes de la vie, on peut pas toujours s'organiser comme on veut, et je me rends compte que c'est assez compliqué finalement pour moi de faire les côtes le jeudi à cause de mon planning, et idée de génie, je décide de faire les côtes le mercredi, le lendemain de la journée à 30 km avec le 2 fois 6 km progressif. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, et ce jour-là, mercredi 25 août 2021, j'ai compris qu'il ne fallait pas faire 2 grosses séances d'intensité à la suite sans jour de récup intercalé. En fait, je pensais que le petit footing de récup du mercredi soir de 9 km serait une transition suffisante entre le 2 fois 6 km progressif du mardi matin et la séance de côte du lendemain, mais que nenni en fait. Donc évidemment, je vous le donne en mille, je pars comme un bourrin sur la séance de côte, la gestion d'effort est quasi inexistante. C'était une côte de zinzin en plus, pour ceux qui la connaissent, c'est la côte des Galicourt, c'est à Rueil-Malmaison, avec un pourcentage d'inclinaison très élevé. Et j'ai senti une douleur à la jambe gauche assez tôt pendant la séance, il y avait 10 côtes au total, je pense que j'ai eu mal à partir de la 3e ou de la 4e répétition, et évidemment, j'ai continué la séance jusqu'au bout, je ne me suis pas arrêté malgré la douleur, à quoi bon être raisonnable quand on peut aggraver le problème. Et donc en rentrant chez moi après la séance, je prends conscience quand même que j'ai fait une connerie, là je suis limite en train de boiter pendant le retour au calme, donc là je me dis que ça pue un peu la merde. Le lendemain, je tente un footing, c'est un calvaire, j'ai super mal à la jambe gauche. Dans mes souvenirs, j'ai du mal à localiser la douleur entre l'ischio, l'adducteur et les tendons du genou. Bon, en tout cas c'est sûr, il y a un problème à la jambe gauche. Et dans ma tête, là, je suis officiellement blessé. Ça veut dire que psychologiquement, j'accepte mon nouveau statut d'athlète blessé. Il n'y a pas d'espoir en mode demain, ça ira peut-être mieux, tout ça. Non. Là, je me dis juste que la fin de semaine est foutue et je suis pas très optimiste pour la suite. Donc, je me suis donné 2 semaines de repos avec la blessure pendant lesquelles j'ai fait un peu de renfo du haut du corps. Bon, c'était pas hyper utile dans ma situation, je pense qu'avec du recul, j'aurais mieux fait de faire des exercices spécifiques à ma douleur à la jambe. Apparemment, c'était une élongation à l'ischio-jambier, d'après le médecin du sport que j'ai consulté à l'époque, mais j'ai jamais fait d'imagerie pour confirmer le diagnostic. J'ai aussi tenté un peu de vélo pendant cette période de repos, mais très prudemment, car je sentais un petit peu ma jambe gauche en pédalant, donc j'y suis pas allé fort. Et donc après 2 semaines sans courir, j'ai repris les petits footings progressivement, et la reprise s'est plutôt bien passée. La douleur était encore un peu là, mais disons que c'était devenu une simple gêne, donc ça c'était positif. Mais le problème, c'est que ça avait complètement flingué mon deuxième bloc de prépa. Je vous rappelle que pour ce deuxième bloc, j'avais prévu des grosses semaines de travail à environ 120 km. Et là, j'avais carrément fait une semaine à 0, donc clairement, ça sentait mauvais pour le marathon. Là. Et là, il y a un élément important de l'histoire. C'est les championnats de France de semi-marathon le 19 septembre 2021 auxquels je m'étais qualifié.
Et donc en fait, c'est 4 semaines avant le marathon de Paris, donc 4 semaines avant le jour J. Et en gros, c'est la course préparatoire sur laquelle je m'étais engagé. Donc évidemment, dans le contexte de la blessure, c'est pas du tout raisonnable de le faire. Sauf que là, je sentais que ça allait un petit peu mieux. Et surtout, j'ai senti que psychologiquement, j'avais besoin de ça pour me rassurer. C'était vraiment important que je fasse ces championnats. Et donc, je prends le départ des championnats de France de semi-marathon et la course se passe bien en fait. Alors évidemment, je pars pas sur les bases de mon record parce que je sais que je suis pas hyper en forme à cause de la blessure que j'ai eue juste avant. Mais voilà, je cours en 1h18, donc à 4 minutes de mon record de l'époque, avec une très bonne gestion d'effort. Ce jour-là, j'ai même fait un négatif split. Bon, la semaine suivante est un peu compliquée, j'ai encore mal à la jambe, je sais même plus vraiment si c'est l'ischio ou le genou d'ailleurs. Je pense même que j'ai dû compenser en fait, à cause de la douleur qui à la base est plutôt localisée à l'ischio-jambier, j'ai dû compenser et ça a modifié un petit peu ma foulée et donc ça a sûrement créé un autre problème au niveau du genou. En tout cas, je sais plus trop où j'ai mal, je sais que j'ai mal à la jambe gauche, mais la douleur est encore un peu là, ça a été réveillé un peu à cause du semi-marathon. Mais étrangement, j'étais assez optimiste. En fait, la performance que j'ai faite au semi-marathon était plutôt bonne étant donné le contexte, et ça m'a remotivé, ça m'a donné envie de reprendre l'entraînement et j'avais de nouveau envie d'y croire. Donc le marathon se rapproche, début octobre, j'arrive à rentrer une belle semaine d'entraînement à 100 km, ça fait longtemps que j'avais pas fait ça. Bon, évidemment, ça va pas rattraper toutes les semaines d'entraînement que j'avais loupé avant, mais je me dis que c'est toujours ça de prix. À ce moment-là, je sais pas trop comment aborder le marathon de Paris, je sais que la forme est un petit peu remontée grâce aux quelques séances d'entraînement que j'ai pu faire depuis les championnats de France de semi-marathon. Et de là à faire un gros chrono et atteindre l'objectif de 2h40 que je m'étais fixé à la base, franchement je sais pas. Mais en vrai, sur la ligne de départ, je me dis juste un truc, c'est mon premier marathon, juste kiffe et on verra ce que ça donne. Donc je décide de partir à une allure de 3,50 au kilomètre, donc c'est l'allure qui correspond à un chrono final entre 2h41 et 2h42. Et en fait, la course se passe comme dans un rêve, genre vraiment, c'était... En fait, ce que je retiens en premier lieu, c'est l'ambiance qui était incroyable. Genre vraiment, les courses parisiennes, c'est quelque chose quand même. Il faisait super beau ce jour-là, c'était au mois d'octobre, grand soleil, mais pas un soleil de canicule en été qui nous fait chier. Non, non, un soleil genre bonne condition pour faire des perfs, genre juste le soleil, pas trop chaud que tout le monde kiffe là. Tout le monde était dans les rues, il y avait plein de gens pour encourager, pour crier, faire de la musique, tout ça. Il y avait beaucoup de bruit quand les coureurs passaient. C'est une ambiance vraiment très chaleureuse et j'ai adoré l'ambiance. En fait, c'est rigolo parce que sur les photos de la course, on voit que, genre à chaque fois que je vois un photographe, je faisais genre ouais, comme ça, genre j'étais pas du tout concentré. C'est un peu bizarre, j'étais un peu ailleurs en fait, c'est très bizarre. Et paradoxalement, je regardais souvent ma montre pour vérifier que j'étais toujours dans l'allure que je m'étais à peu près fixé, à savoir à 3,50 par kilomètre. Et en fait, j'étais toujours dans l'allure, je faiblissais pas. Les 25 km se passent tout seul, hein, vraiment comme une lettre à la poste. Je sens pas du tout de fatigue dans la première partie de course. C'est un peu... Je vois pas comment ça aurait pu mieux se passer. Je sentais que j'étais dans un très bon jour, en fait. Ce genre de jour qui arrive vraiment pas souvent dans une carrière, en tout cas. Avoir des jambes comme ça, des sensations aussi bonnes que ce jour-là, vraiment. Mais en plus, ça n'a aucun sens, parce que ma préparation s'est pas bien passée. Il y a eu cette blessure qui m'a complètement fait chier à 1 mois et demi de l'objectif. C'était vraiment improbable pour moi que j'arrive avec des bonnes sensations le jour J, et pourtant, les 25 premiers kilomètres, mais ça se passe hyper bien. À partir du 25e, là, c'était un peu différent. Et là, la réalité du marathon m'a rattrapé. C'est-à-dire que j'ai commencé à sentir la fatigue. Et évidemment, j'ai entendu parler de cette histoire du fameux mur du 30e kilomètre. Bon, ça me faisait un petit peu appréhender, pas plus que ça. J'attendais de voir, en fait. C'était vraiment la découverte, mon premier marathon, tout ça. Et donc, les kilomètres passent. Au 30e, je sens qu'effectivement, les jambes commencent à s'alourdir un petit peu. L'effort est évidemment plus difficile. C'est moins agréable qu'au début. Mais bon, les kilomètres passent, ça tient, 31, 32, 33, mais ça tient toujours. Et je me dis, putain, je suis à 8 km, l'allure était encore bonne, j'étais sur les bases de 2,40. Putain, quand je repense à ma blessure, toutes les galères que j'ai eues, ma prépa qui était pas du tout bonne en fin de compte, et je me dis, mais ça peut tenir en fait, je peux le faire, c'est un truc de fou. Et donc je passe la côte, je suis ultra motivé, toujours les encouragements qui me boostent, j'arrive dans le bois de Boulogne, et là c'est les ultimes kilomètres, c'est là qu'il faut rien lâcher. Donc les derniers kilomètres du marathon, évidemment c'est les plus durs, mais je serre les dents, j'ai mal partout, mais j'ai envie de le faire, j'y crois. Là vraiment je me bats comme un lion. Et donc la ligne d'arrivée se rapproche, je vois les panneaux 500 mètres, 400 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Là je vois le tapis vert d'arrivée, ça c'est un truc génial ça. Ce grand tapis d'arrivée avec la grande arche, tout ça, tout... Là j'étais pris par l'émotion, j'ai commencé à... les yeux un petit peu humides. Je passe la ligne d'arrivée en 2h41 minutes et 38 secondes. Presque aussi bien que ce que je voulais faire à la base en fait. Et là j'ai juste pleuré de joie en fait. Je me suis effondré après la ligne d'arrivée et j'ai vraiment savouré le moment parce que je me suis rendu compte que j'avais vécu une aventure de fou qui s'est bien terminée en plus. Et c'était hyper fort émotionnellement, j'ai adoré ce moment, vraiment c'était génial. Bon et donc là vous allez me dire mais
comment t'as fait pour réussir ta perf alors que tu t'es blessé 1 mois et demi avant? Ça n'a juste pas de sens. C'est un peu ce que je me suis dit au début, et j'ai réfléchi un peu, et en fait je pense que la blessure m'a vraiment rendu service. Parce que, bon, ça m'a fait couper l'entraînement bien sûr, mais l'avantage de couper l'entraînement c'est que forcément j'avais moins de fatigue puisque je m'entraînais moins, et je pense que je suis arrivé sur la ligne de départ avec beaucoup de fraîcheur physique et mentale, j'avais plein d'énergie en fait. Et que si j'avais tenu le plan d'entraînement que je m'étais fixé à la base, qui était un plan assez ambitieux quand même, je parlais de semaines à 130, 140 km par semaine, et peut-être que j'aurais même fait moins bien que ce que j'ai fait là à 2h41 parce que les grosses semaines d'entraînement m'auraient fatigué. Pas sûr que la semaine d'affûtage eût été suffisante pour digérer tout ce travail et que je l'aurais payé en fin de course et que le chrono final aurait juste été moins bon en fait. Donc la morale de l'histoire, une prépa n'est jamais parfaite, ça se passe rarement comme prévu et il faut savoir s'adapter et surtout ne jamais abandonner. Il existe plein de méthodes différentes pour atteindre son objectif, pas une seule méthode. Et donc c'est pas forcément grave de ne pas suivre le plan initial à la lettre. Et c'est comme ça que j'ai réussi le plus grand hold-up de ma vie, 2h41 au marathon, grâce à une blessure pendant la prépa. Si toi aussi tu veux réussir un hold-up comme j'ai fait au marathon de Paris, c'est pas compliqué, prends un coach. Et ça tombe bien, je suis entraîneur de course à pied, tu peux retrouver toutes les informations sur mes prestations de coaching dans le lien en description. Et moi je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et de nouveaux conseils en course à pied.